De fin janvier, début février, que nous tenons avec monsieur le procureur, le colonel de gendarmerie et le DDSP, dans le cadre des chiffres de la délinquance et puis des actions en matière de sécurité sur le département de l'Eure-et-Loir. Alors d'abord, ça va me permettre de saluer le travail des policiers et des gendarmes qui ont permis d'avoir, j'ai envie de dire, des chiffres que vous allez découvrir qui sont plutôt bons cette année. Alors même si il faut toujours les prendre avec énormément de recul, on sait bien que 2021 n'a pas été une année tout à fait normale, même si elle a été moins impactée par le Covid que 2020 et les deux confinements, mais quand même nous avons toujours comme chiffre de référence 2019 et c'est plutôt avec ces chiffres-là que nous travaillons. Donc, vous le savez, dès mon arrivée, j'ai souhaité qu'on multiplie les contrôles de police et les opérations de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire d'Eure-et-Loir. Cela a été permis notamment grâce à l'arrivée de nouveaux effectifs de police au nombre de 36 sur l'Eure-et-Loir, 30 à Chartres et 6 à Dreux. Nous accueillerons d'ailleurs la dernière partie des 30 à Chartres la semaine prochaine. Et ces chiffres d'importance ont vraiment permis un travail de présence policière plus importante sur le terrain et vont nous permettre probablement, avec le dernier aval de la directrice centrale de la sécurité publique, de constituer une compagnie d'intervention sur le territoire eurélien, c'est-à-dire des gens qui seront dédiés à notamment suivre éventuellement des manifestations, des violences urbaines, donc qui auront une formation supplémentaire et qui existent dans l'ensemble des départements de France quasiment, et que l'Eure-et-Loir n'avait pas encore, faute d'effectifs peut-être suffisants, ou en tout cas des décisions antérieures des DDSP qui n'avaient pas jugé bon ou pensé, ou encore une fois, les effectifs adéquats pour réaliser cette CDI. Évidemment, vous le savez, nous avons aussi décliné l'ensemble et nous en avons obtenu les moyens considérables que le Beauvau de la sécurité nous a donnés. On vous a parlé d'hommes, mais aussi de matériel. Nous avons eu notamment des renouvellements d'automobiles, nous avons eu de l'armement supplémentaire, et c'est vrai que ce travail de voie publique a été infiniment facilité par ces moyens complémentaires. J'ai aussi voulu, dans le deuxième cadre de mon action, retravailler le partenariat avec les collectivités locales. Vous le savez, le renforcement de la vidéoprotection que nous finançons aussi par les dotations de l'État, comme la DETR, le renforcement de la prévention, nous avons eu des crédits augmentés sur la FIPD, nous avons eu aussi des hommes, puisque nous avons déployé les bataillons de la prévention. Les bataillons de la prévention, c'est à la fois des éducateurs spécialisés et qui permettent d'être sur le terrain. Et puis nous avons financé pas mal d'initiatives nouvelles, notamment, si on en reviendra plus loin, mais dans le cadre des, entre guillemets, rivalités de bandes entre Mainvilliers, Lucé et maintenant la Madeleine, où nous avons mis des opérations de prévention en exergue. En zone gendarmerie, nous avons également, dans le cadre des programmes Tous présents pour les élus, développer des partenariats, participation citoyenne, petite ville de demain, et la sécurité est aussi et sera un des axes prioritaires dans les ateliers que nous allons faire sur les assises de la ruralité et qui se tiendront début mars en Eure-et-Loir, et il y aura tout un volet sécurité du quotidien pour les petites communes et pour le milieu rural qu'il ne faut pas oublier. Les chiffres, les chiffres, on y arrive. Sur les atteintes aux biens, donc on a une baisse de 4% pour l'année 2021. Ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau national, il y a une augmentation de plus 1%.
Donc nous sommes à rebours de la tendance nationale. Et évidemment, c'est positif dans la mesure où déjà en 2020, on avait eu une baisse, donc on a une autre baisse qui est plutôt agréable. En zone gendarmerie comme en zone police, on a eu une forte baisse parmi ces atteintes aux biens des cambriolages, puisqu'on a eu à peu près 14% de cambriolages en moins. Cela s'explique évidemment par le confinement du premier trimestre, par la généralisation du télétravail à l'issue de ce confinement. Mais enfin, quand même, c'est un bon chiffre, puisque si on voit l'ensemble de la France, on est meilleur, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Et puis, il n'y a pas que la baisse des actions délinquantes qui est intéressante, il y a aussi le taux d'élucidation, et le taux d'élucidation a particulièrement augmenté, puisqu'on est à 40% de taux d'élucidation pour la gendarmerie et à 24% pour la police nationale. Et la moyenne au niveau national, c'est 13%. Donc vous voyez, 40% et 24%, c'est quand même de très bons résultats en matière de taux d'élucidation. En revanche, le bémol parmi ces atteintes aux biens, c'est une hausse des escroqueries constatées de 9%. Le niveau national, c'est 13%, donc on est un peu moins que le niveau national, mais on est quand même en forte augmentation. Et puis, on a paradoxalement une hausse de 14% des vols de véhicules. Donc ça, effectivement, ça n'est pas formidable, donc on va travailler là-dessus. Les deuxièmes thèmes très importants, c'est les AVIP, les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Alors celles-là, malheureusement, ça ne vous étonnera pas, elles ont augmenté de 7%, un peu moins que le niveau national qui est de plus 13%, mais malheureusement, encore une fois, ces atteintes physiques qui augmentent, elles sont notamment dues à l'envolée des violences sexuelles, et puis de l'intrafamilial sur lesquels malheureusement on continue à constater une augmentation très importante. On a une augmentation du nombre des victimes à peu près de 5%. Ça représente à peu près 1714 victimes dans le département de l'Eure-et-Loir. Et 60% des violences avec coups et blessures volontaires pour l'année. Et les vifs, 40% des violences constatées en 2020 parmi celles-là, donc 60% de violences avec coups et blessures volontaires. Ça ne vous étonnera pas de dire que 74% des victimes sont des femmes. Et les violences sexuelles dont je vous parlais ont une hausse de 26% par rapport à l'année 2020. Et c'est un chiffre qui est très significatif, même s'il est inférieur à l'évolution nationale, mais quand même, plus 26%, la moyenne nationale c'est plus 33%, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant. En revanche, et là aussi, on peut se satisfaire du taux d'élucidation des affaires dans le département, qui a connu une hausse significative de 16%. Donc, j'ai envie de dire malheureusement beaucoup plus, mais avec un taux d'élucidation plus important. Avec évidemment le procureur de la République, nous allons continuer à déployer la stratégie du gouvernement en matière de violence conjugale. On voit bien que malheureusement les chiffres sont importants, mais qu'en même temps, nous sommes l'un des départements de France où on déploie la quasi-intégralité des mesures prévues dans les plans de violence conjugale. Et je pense que M. le procureur reviendra dessus. Et il y a un travail, j'ai envie de dire, très important entre les forces de sécurité, la préfecture et le parquet pour arriver à combattre ce fléau, même si on voit bien qu'on est quand même sur une croissance très très significative depuis quelques années et depuis notamment les premiers confinements. Un mot rapide sur la délinquance routière, 23 morts pour 2021, soit 2 de plus qu'en 2020, mais 9 de moins qu'en 2019. En revanche, et là c'est inquiétant, beaucoup plus d'accidents, même par rapport à 2019, c'est-à-dire à une période où il n'y avait pas de confinement, on est à plus de 180 accidents. Et en blessés, on est à 374 blessés, là où on était
64 de moins en 2019. Donc plus d'accidents, plus de blessés, moins de morts, malgré des périodes où les gens sont censés moins rouler, puisque soit ils sont en télétravail, soit, il y en a plus en tout cas, soit il y a eu cette période de confinement. Donc en parallèle, moi je continuerai à demander aux forces de sécurité, gendarmerie et police nationale, le renforcement des contrôles de stupéfiants et d'alcoolémie, que je souhaite à chaque fois un dépistage systématique. Nous avons actuellement plus de 65 000 dépistages d'alcoolémie qui ont été effectués dans l'année pour 1000 infractions relevées et 5040 dépistages stupéfiants pour 839 infractions commises et relevées. Donc, alors, vous voulez que je refasse quoi? Stupéfiants. 5040 dépistages pour 839 infractions relevées. Et alcoolémie, c'est 1008? C'est 1008 infractions pour 65 000 dépistages. Je souhaite aussi qu'on continue à avoir une rigueur plus importante dans les retraits de permis, puisque en 2021, il y a 1767 retraits de permis qui ont été prononcés, dont 689 pour excès de vitesse, 600 pour stupéfiants et 441 pour alcool. Parallèlement, nous continuerons aussi à travailler beaucoup sur les rodéos. Vous le savez, les rodéos sont les plaies, alors souvent, j'ai envie de dire plus souvent au printemps et à l'été des quartiers, mais pas que. Et on peut se réjouir qu'on a vraiment travaillé quasiment à une opération par jour de lutte contre les rodéos depuis le début de l'année 2021, puisque nous avons eu 360 opérations durant l'année, grâce notamment à des renforts des UMZ, des unités motocyclistes zonales, qui viennent renforcer la sécurité publique. Le fait aussi que nous avons mené un travail avec les bailleurs sociaux qui ont été réunis en novembre pour, notamment dans le cadre des CLSPD, définir des procédures de travailler à la fermeture des garages dans les copropriétés, de travailler aussi à des procédures de remontée d'informations. Donc on voit bien qu'on a besoin de tous pour travailler sur ce sujet. Et puis on maintiendra aussi une intransigeance assez forte sur les conduites post-mariage, puisqu'on a vu malheureusement à Dreux notamment des débordements liés à des mariages et autres festivités qui ont occasionné 4 accidents mortels, qui ont fait 8 tués. Et donc là, effectivement, c'est des choses que nous continuerons à surveiller et pour lesquelles j'ai engagé un travail avec les élus locaux qui doivent nous signaler les mariages dont potentiellement on peut avoir des problèmes à la suite de la conclusion de ces unions. Un petit focus sur les violences urbaines et le trafic de stupéfiants. Alors les violences urbaines, moi je trouve qu'elles sont particulièrement maîtrisées en Eure-et-Loire. On a très peu de véhicules brûlés, on a très peu de containers brûlés. En revanche, on a de plus en plus de refus d'obtempérer, on a de plus en plus des violences verbales, on a de plus en plus des jets de projectiles. J'ai fait une BAC hier soir avec le directeur de cabinet et samedi, il y avait encore eu des tirs de mortier contre les forces de l'ordre de manière totalement gratuite. Donc on voit bien cette irritabilité et voilà, ce fond de violence qui anime certains jeunes et dans certains quartiers. Donc moins de violence urbaine, mais encore une fois, plus de ce que j'appelle d'incivilité urbaine. Les gendarmes ne sont pas exempts non plus de ça en zone rurale. Et on voit bien que le contexte de la crise sanitaire, j'ai envie de dire, l'irritabilité n'est pas le terme, mais aidez-moi. Oui, c'est plus que de la nervosité. Enfin, en tout cas, le seuil de tolérance
normale que doit avoir toute personne qui est contrôlée, qui est largement dépassée. Et donc, on essaye de travailler là-dessus, et c'est notamment par de la prévention qu'on peut essayer de le faire, mais bon, à l'arrivée, pour l'instant, on constate quand même largement ça. Les RICS à l'échelle du département, ben, vous l'avez vu, c'est essentiellement Chartres, et notamment tout ce qui est les bandes rivales entre Lucé et Mainvilliers, qui maintenant se déplacent à la Madeleine, pour lesquelles donc, on travaille à la fois, j'ai envie de dire, de manière répressive, hein, puisque les forces de sécurité sont là, notamment dans les moments les plus difficiles, dont on sait bien que c'est avant les départs en vacances, c'est plutôt les fins de semaine, voilà, c'est toujours dans un contexte autour de l'école, autour du lycée, autour du collège, c'est rarement au centre-ville, donc ça, on y travaille, et puis en matière de prévention, comme je vous l'ai indiqué, avec nos bataillons de la prévention. Un petit focus trafic de stupéfiants qui demeure évidemment, vous le savez, pour le ministre de l'Intérieur comme pour nous tous, une priorité majeure. Les points de deal continuent à être pilonnés et à la fois sanction des usages, notamment au niveau du mode drive. Hein, on voit bien que malheureusement, heureusement, en tout cas les deals ont été démantelés, mais qu'il y a une nouvelle méthode pour s'approvisionner, dont on voit bien qu'il faut qu'on s'adapte aussi à ce mode drive. Mais on peut se dire qu'en zone gendarmerie comme en zone police, on a eu de belles saisines durant l'année, puisque en zone gendarmerie, on a eu 26 trafics qui ont été décelés ou démantelés, contre 11 l'année dernière. Donc vous le voyez, 70 000 € saisis en numéraire contre 50 000 l'année dernière. Donc en zone gendarmerie, il y a eu notamment en résine de cannabis 653 kg de saisie, en héroïne 2 kg, en cocaïne 1,5 kg. Donc plusieurs belles affaires ont été sorties et je pense que le colonel Martin reviendra dessus. Enfin en zone police nationale aussi, nous avons une stabilité à Dreux, notamment des faits constatés en matière de stupes. On a plus de consommateurs qui sont verbalisés, puisque grâce aux fameuses AFD, on est passé à plus 23% de ces amendes forfaitaires, et on est arrivé à 365 sur le Drouet qui ont été dressés. Et puis des belles affaires sur lesquelles je pense que le DDSP reviendra aussi, notamment 261 kg de cannabis. Enfin, j'ai envie de dire une année un peu encore anormale, mais qui quand même, grâce à la deuxième partie qui a quand même été plus normale que 2020, montre qu'il y a un gros travail qui est fait par les forces de sécurité intérieure, qu'il y a à la fois des baisses de chiffres, au moins sur les atteintes aux biens, et des taux d'élucidation en hausse, qui est aussi le deuxième paramètre de l'action des services de police et de gendarmerie, que nous avons malheureusement, comme toute la France, cette augmentation d'AVIP qui est particulièrement inquiétante et qu'il faut traiter, mais ça j'ai envie de dire, c'est un travail de fond. Il faut aussi se dire que probablement c'est plus de personnes qui viennent porter plainte, même si ça n'est pas toute l'explication. Il y a aussi cette parole qui est quand même plus libérée qu'avant, mais ça ne cache pas qu'il y a une augmentation de ces délits. Et puis nos trafics de stupes qui continuent malheureusement à être, j'ai envie de dire, important, mais pour lequel le travail commence à porter et il continuera d'être renforcé. Un chien stup supplémentaire à Dreux, puisqu'il n'y en avait qu'un sur l'ensemble du département, maintenant il y en a un à Chartres et un à Dreux, qui permet de faire des belles affaires, et encore hier. Donc vous le voyez, il y a vraiment du côté de l'État, et en tout cas du côté des forces de sécurité et de moi-même, la volonté de poursuivre cette politique offensive. Voilà. Monsieur le procureur.
Madame le préfet, je vous remercie. Je rejoins totalement sur les constats que vous avez faits de manière générale sur la délinquance à laquelle on est confronté dans nos départements. Quelques appréciations d'ordre général, si vous permettez. Pour moi, 2021, vu du côté du parquet, c'était une année de rattrapage de la délinquance, c'est-à-dire qu'on est revenu grosso modo à l'activité délinquante qu'on connaissait jusqu'en 2019, avant l'année 2020 qui a été vraiment très particulière du fait de l'irruption de la situation pandémique. Et je vous donne un chiffre qui pour moi illustre cet effet de rattrapage. Au parquet de Chartres en 2021, on a reçu très exactement 29 972 procédures. C'est quand même en fait une augmentation de 42% par rapport à 2020. Alors c'est une augmentation de quelques pourcents simplement si on se compare par rapport à 2019, mais par rapport à 2020 c'est une augmentation très conséquente de 42% qui montre qu'en fait les services de police et de gendarmerie avaient une activité, j'ai envie de dire, dégradée par rapport à la normale en 2020 et que du coup, notamment dans les 6 premiers mois de 2021, les services de police et de gendarmerie ont repris leur fonctionnement normal, donc un certain nombre de procédures qui auraient sans doute dû être envoyées au parquet en 2020 l'ont été en 2021. Donc c'est un chiffre, je crois, important. Je le rappelle également, même si j'ai déjà sans doute eu l'occasion de le dire, au niveau national, notre tribunal se situe au 52e rang sur 164 tribunaux judiciaires. Donc on est à la fin du premier tiers en termes d'activité. Alors c'est un chiffre global qui englobe aussi bien l'activité civile, qui relève plus de ma collègue présidente, que l'activité pénale, qui relève plus de ma compétence. Mais c'est pour rappeler l'importance quand même de l'Eure-et-Loir en termes d'activité chiffrée au niveau délinquance. Toutefois, je viens tout de suite, si besoin en était, relativiser ces chiffres dans le sens où ce sont des chiffres qui sont pour moi en adéquation avec la population qu'on a dans le département. On a un peu plus de 430 000 habitants dans le département et les chiffres correspondent à une activité tout à fait, les chiffres de délinquance correspondent à une activité classique du fait de la population. Je veux dire par là que mécaniquement, quand vous avez tant d'habitants dans un département, nécessairement vous avez ipso facto tant de procédures, notamment en matière routière, en matière d'atteinte aux biens. Et pour moi, on est dans un ressort où la délinquance est maîtrisée. Madame le préfet, je crois qu'on est d'accord là-dessus. On n'est pas confronté à des phénomènes de délinquance très inquiétants, notamment, moi j'ai l'occasion d'échanger régulièrement avec un certain nombre de collègues procureurs qui exercent dans le sud-est de la France. Enfin, je peux vous dire qu'on est sur des fonctionnements complètement différents. Moi j'échange régulièrement, c'est une anecdote, hein, avec les collègues de Perpignan ou de Béziers par exemple. Enfin, eux, s'ils n'ont pas un meurtre par semaine, c'est quasiment que c'est une semaine anormale. Nous, je le rappelle, l'an dernier, en 2021, en Eure-et-Loir, on a eu en fait une seule vraie affaire criminelle avérée avec un féminicide supposé début mai 2021 à Chartres, hein, dans le quartier de la Madeleine, n'est-ce pas, monsieur le directeur, pour un peu plus de 430 000 habitants. Voilà, c'est quelque chose que je tiens à rappeler. C'est important, je crois. On est dans un département où il y a la délinquance, il y a des délinquances de basse intensité, de moyenne intensité, parfois de grande intensité, mais la vie de nos concitoyens n'est pas en danger. Voilà, on a une autre affaire criminelle marquante qui est survenue en zone de gendarmerie en fin d'année, en novembre, hein, n'est-ce pas mon colonel, avec, vous savez, un fait vraiment très tragique avec la découverte d'un petit garçon de 2 ans qui était découvert mort sur un camp de gens de voyage à Maintenon, hein, c'est bien ça mon colonel, voilà, dans des circonstances qui restent encore à élucider. On a ouvert une information criminelle pour, de mémoire, privation de soins ayant entraîné la mort de l'enfant. Voilà, je l'avais dit à l'époque, on pense que cet enfant est mort de froid parce qu'il est resté dehors la nuit, en dehors de la caravane de ses parents. Les investigations sont encore en train d'être menées par le juge d'instruction avec les services de gendarmerie. Mais pour moi, si vous voulez, c'est les deux affaires marquantes en termes criminels de l'année 2021. Alors que vous vous rappelez qu'en 2020, par contre, on avait eu les 6 premiers mois une succession de meurtres, tentatives de meurtres, assassinats qu'on avait pas vu les années précédentes, on en a vu 6. Alors encore une fois, c'est des chiffres qu'il faut sans doute relativiser par rapport aux autres départements, mais c'était vraiment exceptionnel. Alors quand je dis criminel, là je parle des affaires de sang. Après, nous avons continué à enregistrer malheureusement de façon régulière, mais ça c'est dans le droit rythme des années précédentes, un certain nombre d'ouvertures d'informations judiciaires criminelles pour des faits de viol, notamment des affaires de viol intrafamiliales.
On en ouvre, je dirais, une toutes les 2 ou 3 semaines, avec des faits, vous savez, qui sont parfois vraiment particulièrement sordides. Mais là aussi, si puis dire, malheureusement, rien de normal, ça correspond à ce qu'on constate un petit peu partout sur le territoire national. Quelques chiffres, sans vouloir trop vous noyer, mais qui, je pense, peuvent être révélateurs. Je vous parlais de 29 972 procédures reçues en 2021. Sur ces 29 972 procédures, 7 163 simplement sont considérées comme des affaires poursuivables, c'est-à-dire des affaires où les auteurs d'infractions ont été identifiés. Parce qu'il y a une masse quand même très importante de procédures où, dès le départ, en fait, il s'avère qu'aucune investigation n'est possible. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon judiciaire les petits X. C'est le rétroviseur qu'on retrouve dégradé le matin, c'est le portable qui est abandonné sur une table de café et qui est volé dans la foulée. Voilà, c'est autant d'affaires où les services de police et de gendarmerie ne peuvent pas faire grand-chose et qui du coup sont transmises au parquet, mais sans donner lieu à véritable investigation. Donc 7163 affaires où des poursuites pouvaient être engagées par le parquet, et c'est quand même une hausse de 10% par rapport à 2020. Sur la structuration de la délinquance, ça rejoint grosso modo les constats qui sont faits par Madame le Préfet. Si je structure de façon vraiment très schématique, je peux vous dire que sur ces procédures reçues en 2021, il y en a très exactement 29,5% qui concernaient des atteintes aux personnes. Mais je n'inclus pas dans ce chiffre les violences conjugales que j'ai distinguées de façon précise. Donc les atteintes aux personnes, c'est les violences dans la rue, les violences entre voisins, les faits de harcèlement, les faits de menaces de mort, les faits d'appels téléphoniques malveillants, notamment. Ensuite, le deuxième plus gros total, c'est les atteintes aux biens. C'est 28% des procédures qui ont été reçues au parquet en 2021. Donc les vols, les recels, les abus de confiance, les dégradations notamment. Et puis, troisième item le plus important, les infractions à la circulation routière, 21% du total. Et ça, c'est vraiment une spécificité eurélienne, que je constate, notamment quand je fais la comparaison avec vous savez, moi, je fais partie de la Cour d'appel de Versailles, qui comprend les départements des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines. Pour le coup, on a vraiment une part très importante en Eure-et-Loire des infractions au code de la route. C'est dû à la physionomie du département. Voilà, beaucoup de routes nationales, départementales, 2 autoroutes qui traversent le département, et puis peu de transports en commun en fait. Les gens, s'ils veulent se déplacer, ils ont besoin de leur voiture, donc ça explique qu'on ait cette part aussi importante des infractions au code de la route. Voilà, c'est quasiment, vous voyez, une procédure sur 5 reçue par mon parquet, ça concerne, à défaut d'assurance, une conduite en période d'état alcoolique, une conduite sans permis, des blessures involontaires et autres. Autre item important, Madame le Préfet a justement insisté là-dessus, mais qui au final, en termes de nombre de procédures, n'est pas si conséquent, c'est les infractions à l'excitation sur les stupéfiants. Pour nous, ça représente 3,7% des procédures reçues en 2021. Donc c'est un chiffre bien entendu important, mais au total, noyé dans le reste des procédures, c'est relativement mince. Bien entendu, c'est des procédures par contre sur lesquelles on a une attention particulière. Et puis les violences conjugales stricto sensu, c'est 4,3% du total des procédures reçues en 2021. Très exactement, ça représente 720 procédures. Donc c'est quand même un item, je dirais, qui est en augmentation. Et si vous le permettez, quelques précisions sur ces violences conjugales qui montrent, je crois, comme l'a rappelé Madame le Préfet, l'importance croissante que chaque année l'ensemble des acteurs publics apportent au traitement de ce phénomène qui est un véritable fléau. Vous l'avez dit juste ici, Madame le Préfet, on est vraiment tous engagés pour arriver à diminuer de la façon la plus drastique possible. Donc je le disais, un seul féminicide, heureusement, enfin féminicide supposé encore, parce que vous le savez, hein, l'auteur supposé nie les faits, il conteste. Pour nous, on considère que c'est bien le mari qui a tué son épouse et donc que c'est un féminicide, mais sa version jusqu'à présent, c'est de contester et de dire que c'est un tiers qui est responsable de la mort de sa conjointe. Donc l'information est en cours et je pense que le dossier ne devrait pas arriver devant la cour d'assises avant, je dirais, 18 mois, voire 2 ans. Le nombre de gardes à vue, c'est un indicateur intéressant. En 2020, on a vu 373 gardes à vue prises pour des faits de violence conjugale par la police et la gendarmerie. En 2021, on en a eu 483. C'est une hausse de 13% de 2020 à 2021.
Ça résulte notamment du fait que moi j'avais été amené à prendre, je dirais comme quasiment chaque année, des instructions visant une sévérité accrue, avec notamment une demande au service d'enquête de passer quasiment maintenant systématiquement en garde à vue les auteurs de violences conjugales. Et eh bien, ça se traduit par cette augmentation du nombre de gardes à vue. Et un autre chiffre qui, je crois, alors là, concerne spécifiquement le parquet, mais qui montre l'importance qui est accordée à ces infractions, c'est que en moyenne, 43% des personnes qui ont été placées en garde à vue l'an dernier pour violence conjugale ont été déférées au parquet dans la foulée. C'est-à-dire quasiment un auteur de violence conjugale sur 2 placé en garde à vue est déféré au parquet à l'issue, soit pour être jugé en comparution immédiate, soit pour se faire remettre une convocation par le parquet avec un placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience, soit dans certains cas pour une ouverture d'information, ou pour les faits vraiment qui sont de basse intensité. On a mis en place, j'ai eu l'occasion de le parler, des déferments devant les délégués du procureur, c'est-à-dire que pour des faits qui sont de violence conjugale certes, mais qui sont vraiment, je dirais, minimes par rapport à d'autres, on défère quand même la personne au tribunal après sa garde à vue, et la personne voit tout de suite un délégué du procureur qui va par exemple mettre en œuvre une mesure de composition pénale, avec par exemple l'obligation pour l'auteur d'effectuer un stage de sensibilisation à la lutte contre les violences conjugales. Autre chiffre important aussi, en la matière, on a établi que dans 1 cas sur 5 de violences conjugales, ces violences conjugales étaient commises en présence d'enfants. Donc c'est quelque chose aussi qui est vraiment significatif. Et vous le savez, ça date de quelques années, le Code pénal l'a pris en compte, le législateur avait instauré une nouvelle circonstance aggravante, les violences conjugales commises en présence d'un enfant, parce que de plus en plus maintenant les enfants sont considérés comme des victimes directes, c'est-à-dire même si c'est leur maman qui se fait frapper par leur papa devant leurs yeux, la maman est considérée bien entendu comme victime directe, mais les enfants sont pris en compte également à ce titre, et assez souvent leurs intérêts sont représentés ensuite à l'audience par ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, qui lui-même se fait représenter par un avocat pour être sûr que l'intérêt de l'enfant soit bien pris en compte. Et puis malheureusement, là aussi encore une fois, c'est un constat qu'on fait depuis des années. Très fréquemment, les violences conjugales sont commises par des auteurs qui sont soit sous l'emprise de l'alcool, soit sous l'emprise de stupéfiants, soit les deux à la fois. Et c'est un combat que, le préfet Septicoute lui citer, je peux dire, la Conférence nationale des procureurs de la République, dont je fais partie, porte au niveau national. Nous avons fait des propositions à un certain nombre d'institutionnaires, et en premier lieu, bien entendu, à notre ministère, pour qu'il y ait vraiment une meilleure prise en compte des addictions au niveau national. Une meilleure prise en compte notamment de la consommation d'alcool qui est excessivement présente dans beaucoup d'infractions et qui, à nos yeux, n'est peut-être pas suffisamment traitée par les pouvoirs publics, parce que, encore une fois, les conséquences, on les constate tous les jours. L'alcool qui est en vente libre, bien entendu, voilà, je suis pas là pour faire de la morale, mais c'est un constat. Très fréquemment, les faits de violence, notamment, sont commis par des personnes qui sont ivres, voire complètement ivres. Alors, face à ces délinquances, vous savez, on a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place par le législateur et donc ensuite pris en compte par les juridictions, notamment les téléphones grave danger. On dispose maintenant de 8 téléphones grave danger au parquet de Chartres. Actuellement, il y en a 4 qui sont attribués à des victimes. Donc, ce sont des appareils qui sont attribués pour une certaine durée et qui ensuite reviennent. Donc, ça tourne régulièrement. Et puis, nous avons récemment, le tribunal correctionnel a récemment prononcé 2 bracelets anti-rapprochement pour des personnes qui ont été condamnées en comparution immédiate pour des faits de violence conjugale. Ces personnes sont actuellement en train de purger la partie ferme de leur emprisonnement, mais quand elles sortiront, dans le cadre d'un sursis probatoire, elles seront notamment astreintes à la pose d'un bracelet anti-rapprochement. Vous savez, c'est un système de géolocalisation qui fait que l'auteur et la victime sont géolocalisés tous les deux, et si l'auteur rentre en deçà d'une certaine distance par rapport à la victime, eh bien, la police et la gendarmerie sont aussitôt informées et peuvent intervenir pour interpeller l'auteur. Un dernier chiffre, parce qu'encore une fois, voilà, je ne veux pas vous accabler en la matière, mais qui pour moi est parlant. Au total, on a eu 675 personnes qui ont été déférées au parquet l'an dernier, dans les différents cadres qui sont possibles, donc les comparutions immédiates.
les comparutions par procès verbal, les plaidés coupables avec déferment, les ouvertures d'informations, les mineurs. Voilà, c'est un chiffre qui est en augmentation régulière et qui vient concerner les faits les plus graves de notre délinquance. Et puis, si Mme le Préfet, ce que vous avez terminé là-dessus, c'est important aussi, les rixes entre mineurs qui font toujours l'objet de notre préoccupation. J'ai eu l'occasion de le dire. Hein. On réunit vendredi au tribunal notre premier GLTD consacré à la matière, donc groupe local de traitement de la délinquance, voilà, que je co-présiderai avec monsieur le directeur. C'est vous qui serez là, je crois, monsieur le directeur. Donc, monsieur le directeur sera là, madame... Non, moi je suis un peu avec les ENR. Voilà. Madame la directrice d'académie sera là, en principe également, et on aura un certain nombre de représentants de l'éducation nationale, de la police, et également les élus de Chartres, Mainvilliers et Lucé qui seront présents, donc pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs publics concernés suivent au mieux ce phénomène et qu'on mette en place les réponses tant préventives que répressives. Avec, pour votre information, si vous ne le savez pas déjà, c'est important, au mois de mars, dans la cour d'assises des mineurs, on va juger, j'ai envie de dire déjà, le premier meurtre qui avait été commis en janvier 2020, vous savez, sous les murs de la médiathèque à Chartres, donc un mineur qui en avait tué un autre sur le boulevard Maurice Violette, hein, c'est ça, juste devant la médiathèque. Donc c'est des faits qui, à juste titre, avaient beaucoup ému l'opinion publique à Chartres. Donc l'instruction est déjà terminée et la cour d'assises des mineurs jugera ce jeune mineur qui avait 17 ans à l'époque au mois de mars. Or, par contre, ça sera un procès, voilà, tout à fait le mois prochain. Par contre, ça sera un procès à huis clos. Voilà, compte tenu de la minorité de l'auteur, c'est le principe. Mais bien entendu, voilà, je pense que vous pourrez suivre ce procès, que vous aurez les informations. En tout cas, au niveau du parquet, on communiquera bien entendu à ce sujet, c'est important. Et je sais que les services de police vont être particulièrement vigilants aux dates de ce procès, parce qu'il ne s'agirait pas que ça réactive d'autres, malheureusement, des vieux démons. Voilà, Madame le Préfet, quelques éléments, en espérant pas avoir été trop long, et je pense qu'on va donner la parole à Monsieur le Directeur voilà, et au commandant du mouvement. Alors, la DDSP donc de l'Eure-et-Loire, donc nous sommes territorialement compétents donc, sur les deux agglomérations de Chartres et de Dreux, comme vous le savez. Donc Chartres, en gros, 88 000 habitants et Dreux, 46 000. Donc la DDSP recouvre grosso modo une population de 135 000 habitants, ce qui représente en gros 30% de la délinquance, de la population départementale. Voilà. Donc comme l'a indiqué Madame le Préfet et Monsieur le Procureur, effectivement le bilan est quand même globalement positif sur l'évolution de la délinquance. Bien sûr, les règles de confinement nous y ont aidé et contribuent encore à nous y aider, mais on voit bien des tendances lourdes à l'évolution de cette délinquance, avec globalement une diminution de tout ce qui est atteinte aux biens. Ce qui est quand même fort intéressant, c'est qu'on constate, et ça c'est structurel, depuis plusieurs années, donc une baisse de tout ce qui est infraction dite de roulage, donc tout ce qui concerne, en tout cas en zone police, tout ce qui concerne l'automobile est plutôt en assez forte baisse. Il faut dire que les constructeurs ont énormément progressé en la matière, ce qui fait que ce sont des infractions qui sont relativement en baisse. Sur les vols d'automobile qui pourraient recommencer à évoluer malheureusement à la hausse, du fait de techniques de vol assez sophistiquées, des systèmes de réencodage de clés, donc qui en fait, dès lors qu'on est équipé, facilite en fait le vol. Mais en tout cas pour nous des DSP, les infractions liées au roulage sont en assez forte baisse et portent cette réduction des atteintes aux biens. Sans vous assommer de chiffres, donc on est sur l'IF, ce qu'on appelle l'IPS, les infractions dites de voie publique, donc tout ce qui a lieu sur la voie publique, on est en baisse encore importante de pratiquement 16%, 15,85 précisément, pratiquement 16% de baisse de ce type de délit sur le ressort de la DDSP, ce qui est important. Les bons résultats également en matière de vol par effraction qui demeurent en baisse, même si la baisse se ralentit, mais ça reste en baisse, alors que les résultats 2020
avait été particulièrement bon. Donc on enfonce le clou, si je puis dire. Et il faut rester prudent, mais les bons résultats, il faut les prendre. Donc le nombre de cambriolages continue à baisser, ce qui est quand même très, très intéressant. Aussi bien à Chartres qu'à Dreux, sur les deux agglomérations, c'est en baisse. Madame le préfet et M. Pouquet en ont parlé. Donc avec un taux d'élucidation qui est alors, en zone police relativement correct, un peu moins du quart de ces vols par effraction ont été élucidés. Les moyens d'élucidation, ils sont assez classiques sur ce type d'infraction. Donc on mise beaucoup évidemment sur la police technique et scientifique, la PTS dite de masse, avec des interventions systématiques sur les cambriolages pour essayer de relever des traces. Des traces ADN évidemment. Le papillaire reste un élément important d'identification. Et puis quand on n'a pas d'éléments matériels, l'enquête classique, l'enquête de voisinage, reste le b.a.-ba de l'activité policière pour essayer de trouver des témoins, etc., de manière à trouver un fil à tirer et remonter la piste. À cet égard, je veux signaler l'excellente dynamique à l'Ève du groupe de voisins vigilants sur la participation citoyenne, avec des élus actifs dans ce secteur de la circonscription de Chartres, et donc qui nous ont permis d'identifier des auteurs de vol par effraction, voire d'empêcher la commission d'infraction. Ce réseau de voisins vigilants marche bien à condition qu'il soit, encore une fois, ce que je dis à chaque fois de ces conférences, qu'il soit animé, suivi, entretenu. Et à cette condition, effectivement, c'est vraiment un excellent moyen à la fois d'identification, mais également de prévention, voilà, pour favoriser ce qu'on appelle la solidarité de voisinage, faire en sorte que les gens s'entraident les uns les autres. Et voilà, c'est un très très bon moyen d'identification et d'élucidation des affaires. En matière d'atteinte à l'intégrité physique, effectivement, une augmentation, là aussi portée par les violences intrafamiliales. Tout le monde en a beaucoup parlé. Alors qu'on avait été relativement épargné, bizarrement d'ailleurs, pendant le confinement, même si ça avait bien augmenté sur la fin. Là, cette année, on est clairement dans la même tendance nationale à l'augmentation de ce type de faits. Que l'on traite évidemment avec la plus grande vigilance, tout le travail de fond qu'on essaye de faire au-delà de la prise en compte judiciaire de tous les dispositifs qui existent. Pour nous, l'enjeu, c'est surtout de réduire les portefeuilles d'enquête en cours. À Chartres, on a en gros une grosse centaine de portefeuilles en cours. Or, pour reprendre l'expression d'un collègue des DSP, ces plaintes, ces procédures en cours, c'est autant de grenades dégoupillées, dont on ne sait pas si un jour elles risquent de nous exploser. Voilà. Donc l'intérêt, le but, c'est de réduire ces portefeuilles d'enquête, de les prioriser, en essayant de trouver les dossiers les plus sensibles pour les traiter en priorité, de manière à essayer de traiter ces dossiers quasiment en temps réel, de manière à éviter que les situations s'enquistent et puis que, encore une fois, on puisse bien fluidifier le traitement de ces affaires et la réponse pénale qui va derrière. Sur Chartres, une centaine de dossiers en portefeuille, à Dreux 25, puisque depuis 2 ans, le commissariat de Dreux a considérablement épuré ces dossiers. On a 25 dossiers seulement en cours en portefeuille, de sorte que le commissariat de Dreux traite à flux tendu les affaires de violence conjugale dont ils sont saisis. Voilà, ce qui est un gage de sécurité pour tout le monde et de bonne réactivité à l'égard des victimes. Une augmentation des affaires sexuelles, M. le procureur en a parlé, effectivement. Alors essentiellement dans un cadre familial ou connu en tout cas, mais une tendance effectivement certaine à l'augmentation des infractions de nature sexuelle. Peut-être,
Commissaire général. Ok, je vais essayer d'aller plus vite. Oui. L'année 2022, donc on en a bénéficié, la DDSP, et je suis très heureux de beaucoup de renforts en effectifs, qui avait déjà commencé d'ailleurs en septembre 2019 avec la transformation de la ZSP d'Ouest en QRR, qui nous avait permis d'affecter 30 policiers supplémentaires sur le secteur de Dreux. La semaine prochaine, donc, nous accueillerons 30 nouveaux gardiens de la paix, donc issus de la 261e promotion de gardiens de la paix, 25 pour Chartres, 5 pour Dreux, qui vont permettre de compléter les effectifs. Madame le préfet en a parlé, ces 25, bon, ils sont essentiellement dédiés à l'occupation de la voie publique, et puis pour certains autres également au traitement des affaires judiciaires, donc pour renforcer les équipes judiciaires, et notamment renforcer ce groupe dédié au traitement des violences conjugales, voilà, pour encore une fois mieux traiter ces dossiers. Donc en principe, j'ai une réponse de principe favorable pour créer cette fameuse section d'intervention, qui est une unité plutôt typée ordre public, c'est des CRS, si vous voulez, sécurité publique, si je peux utiliser cette expression, mais vraiment pour simplifier. En fait, ça permettra de mieux professionnaliser les personnels sur le maintien de l'ordre. Surtout, c'est une unité qu'on dit de niveau 2 dans le cadre du schéma national d'intervention en matière de terrorisme, donc qui interviennent au même niveau que les brigades anticriminalité, que les BRI de la DCPJ, que les psys sabres de la gendarmerie. Voilà, donc cette unité viendra compléter le dispositif en matière de réponse antiterroriste. On a quand même la cathédrale qui reste un point sensible, et donc cette unité devrait permettre encore une fois de compléter l'offre. Voilà. Elle aura évidemment toujours une vocation anticrime, c'est-à-dire de recherche de la délinquance, voilà, pour nous l'espérons, améliorer la sécurité des Chartrains et des Euréliens. Sur les stupes restent dans le département un point extrêmement sensible. Toutes les affaires, je le dis à chaque fois, convergent vers le Drouet. Quand on débute une enquête sur le secteur chartrain, on remonte très rapidement sur l'agglomération Drouet. En début d'année, l'année dernière, donc, les effectifs la sûreté départementale de Chartres a démantelé un gros trafic de stupéfiants sur une famille qui était implantée depuis de très nombreuses années dans le Drouet, notamment du côté de Luret. 3 frères qui étaient également en lien avec le banditisme parisien, puisque un des mis en cause avait été mis en cause dans justement une affaire d'homicide qui mêlait le banditisme parisien. À l'occasion donc de ce go-fast, on a pu saisir 261 kg de résine de cannabis. Et cette affaire avait d'ailleurs été précédée par un démantèlement d'un réseau de trafic d'héroïne, puisque si le cannabis reste la drogue essentiellement la plus répandue sur le secteur de Dreux, l'héroïne remonte en force. La semaine dernière encore, sur un renseignement anonyme et grâce au chien stup, chez une nourrice, donc on a pu saisir 2,2 kg d'héroïne, ainsi que 4,7 kg, me semble-t-il, de cannabis. Voilà. Les saisies que peuvent faire l'ensemble des services sur la plaque drouaise, je pense qu'on peut facilement évaluer à 250 kg semaine le volume de résine de cannabis qui transite par Dreux, qui sert soit à alimenter la plaque drouaise et l'agglo chartraine, mais également qui sert à alimenter l'ensemble de la plaque, je dirais, nord-ouest de la France, et des liaisons évidemment également importantes avec la plaque parisienne et notamment nos collègues des Yvelines qui viennent assez fréquemment sur le Drouet pour aller chercher des individus que eux suivent. Donc il y a évidemment des liens avec la plaque de Trappes la Jolie, puisqu'on a pas mal encore une fois d'enquêteurs des Yvelines qui viennent chez nous. Voilà. En matière de stup, une tendance également lourde,
c'est l'usage de gaz hilarant, qui se développe beaucoup sur le secteur de Dreux. On a fait également quelques saisies ici à Chartres. Voilà, donc on a fait quelques dossiers de conduite sur un état d'ivresse, non pas du fait de l'alcool, mais du fait de l'usage de gaz hilarant. Ça se développe beaucoup. Sur les rodéos, vous en avez parlé, ça reste un sujet également sensible, qui est difficile à appréhender parce que les conditions d'intervention de nos effectifs sont complexes. Donc on utilise tous les leviers possibles pour identifier les lieux de stockage des motos. Le fait qu'on ait maintenant un texte, depuis 2 ans, un texte répressif nous permet d'ouvrir des enquêtes, de judiciariser ces faits, ce qui permet d'aller chercher dans les appartements, puisque c'est maintenant dans les appartements que les individus stockent les motos pour aller les chercher et donc essayer de démanteler cela. L'Éric on en a parlé, je ne vais pas être trop long. L'année 2022 sera consacrée à la transformation pour nous numérique des effectifs. Donc on accompagnera évidemment et on mettra en œuvre plus exactement la transformation numérique des services. Donc ça a déjà commencé dès le mois de juillet dernier avec le remplacement des anciennes caméras piétons par des caméras piétons de nouvelle génération pour les personnels de la DDSP. Donc on a 72 caméras piétons donc qui permettent d'équiper à minima un agent par patrouille dans les véhicules. L'objectif à terme étant d'équiper chaque policier de voie publique d'une caméra piéton. Donc ils ont une capacité de batterie bien supérieure à ce qu'elle était avant et donc ça marche très bien, donc ça on les a. Au mois de mars, on devrait commencer à toucher alors pour le commissariat, pour la DDSP, les quelques 298 nouveaux téléphones dits Néo 2 qui permettront à chaque agent sur le public, depuis son smartphone, d'avoir accès à l'ensemble des informations police, l'ensemble des fichiers, tout ce qui concerne les applications procès-verbal électronique, etc. Donc son bureau, son sac à dos numérique, qui sera constitué de son smartphone, lequel smartphone, à terme d'ailleurs, pourra également servir de radio. Voilà, donc ça, 300 téléphones qui seront déployés pour la DDSP. C'est un gros défi logistique, mais encore une fois pour accompagner cette transformation numérique, qui sera adossé à des déploiements de logiciels. Donc la procédure pénale numérique, ça a commencé, donc avec une dématérialisation complète de l'ensemble des procès-verbaux et une transmission également numérique au service du parquet des procédures. Une nouvelle main courante informatique, donc là aussi utilisable en mobilité. Donc les agents ne seront plus obligés, comme c'est le cas aujourd'hui, de noter sur une petite feuille de papier ce qu'ils ont fait lors de l'intervention, mais ils pourront rédiger leur main courante directement sur place depuis leur smartphone, ce qui est un gain de temps, d'efficacité. Voilà. L'objectif aussi, cette transformation technologique des services devrait permettre, en faisant gagner du temps, d'augmenter le taux de présence des policiers sur la publique. Le président ayant fixé un objectif très ambitieux de doublement de la présence voie publique policière d'ici 10 ans. Je crois que vous avez tout dit. J'ai trop dit, j'ai trop parlé. Voilà. Sur les violences urbaines. Et je finirai par là. Effectivement, un niveau de violence urbaine qui est globalement maîtrisé, beaucoup moins d'incendies de véhicules, et c'est très bien, beaucoup moins d'incendies de poubelles, et c'est parfait, mais là aussi, il faut saluer le travail des organismes HLM, etc., de l'ensemble des politiques publiques, parce qu'il y a moins de poubelles qui sont sur la voie publique, plus de conteneurs enterrés, donc ce qui contribue à la baisse de ces faits. En revanche, là aussi une tendance très très lourde, beaucoup plus de prise à partie des effectifs avec des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles, donc soit des cailloux, mais de plus en plus, et c'est récurrent, des mortiers d'artifice, voilà, parfois sans qu'aucun signe apparent ne vienne expliquer pourquoi.
cette semaine, je ne sais pas pourquoi, plutôt la semaine dernière, dans le quartier des Battes, une prise à partie d'effectifs de police avec des tirs de mortier, alors que c'était précédé par rien du tout. Voilà. Chaque événement un peu festif entraîne systématiquement la prise à partie d'effectifs de police avec des tirs de mortier d'artifice, qui sont, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est très précis. Effectivement, bon, ça nécessite, les techniques d'intervention nous permettent de nous protéger, mais c'est tristement systématique. Voilà. Et puis j'en finis avec, sur la transformation numérique, pour nous, l'enjeu pour les services de police sur l'activité judiciaire, ça va être de développer l'enquête, alors non pas l'enquête cyber, mais l'enquête sur réseaux sociaux, l'enquête numérique, de relever non plus des traces papillaires, ADN, même si ça reste le fondamental, mais de relever des traces numériques et qui nous permettront d'élucider les affaires, puisque comme vous l'avez vu, la délinquance classique d'atteinte aux biens, où on va chercher de l'argent du numéraire, ça est en très forte baisse, puisque le numéraire ne circule plus, quasiment plus, et donc l'argent, il faut bien aller le chercher quelque part, et donc les voyous se sont adaptés et vont chercher l'argent par des petites escroqueries, vont les chercher dans les comptes bancaires, via des escroqueries, encore une fois, dites astucieuses, via les réseaux sociaux, via Internet, via le dark web, etc. Et donc tout l'enjeu, me semble-t-il, pour le futur de l'activité judiciaire, c'est de transformer nos enquêteurs à cela. Nous, on l'a déjà engagé ici à Chartres, de manière à pouvoir infiltrer ces réseaux sociaux, enquêter sous pseudo, pour encore une fois savoir ce qui se passe derrière les téléphones et pouvoir démanteler les affaires. Et c'est important dans tout type de délinquance, et j'ai fini, parce qu'on voit bien que les RICS qui agitent l'agglomération chartraine, tout passe via les réseaux sociaux, et on a beaucoup de mal aujourd'hui à accéder aux données dans ces réseaux sociaux. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir y accéder. Et ça ne peut se faire que par de la formation. Le cadre juridique existe, mais il y a des prérequis. Et il faut qu'on transforme nos enquêteurs à cela, parce qu'encore une fois, malheureusement, les réseaux sociaux maintenant irriguent toute forme de délinquance. Et encore une fois, si on veut élucider nos affaires, ça passera par là, et donc encore une fois par l'accompagnement de la transformation numérique de nos personnels. Et j'ai fini. Wow! Colonel, je vous fais confiance pour être concis, complet et bref. Je vais essayer, Madame le Préfet. Donc, présentation très rapide, donc 70% de la population dans le département est en zone gendarmerie sur les 4 arrondissements qui composent le département. Donc pour les atteintes aux biens, donc, je ne vais pas répéter la baisse des cambriolages constatés et ce qu'on a pu enregistrer, juste un petit focus sur le taux d'élucidation important. Donc il est important de le signaler, c'est que le taux d'élucidation, ce n'est pas uniquement un chiffre, ça permet de mettre hors d'état de nuire certaines équipes et donc de fait de diminuer la réitération de faits, donc de limiter le nombre de cambriolages par l'interception et l'interpellation et la mise hors d'état de nuire d'équipes qui font des périphes. On a eu deux faits, je vais vous retranscrire. Le premier, c'était en début d'année, l'interpellation d'une équipe qui était implantée en région parisienne et qui écumait 9 départements. Ils avaient fait 77 cambriolages, dont près d'une dizaine en Eure-et-Loire. Donc le fait de les avoir interpellés avec l'Office central, donc tout ça se fait en lien avec des services et régionaux et nationaux, a permis de les mettre en prison, avec derrière des faits en justice, a permis évidemment d'élucider ces faits et d'éviter qu'ils continuent de les perpétrer dans le département. Plus localement, là c'est en septembre, on a interpellé une équipe de 4 jeunes implantés sur le centre du département et qui avaient fait 8 cambriolages et si on ne les avait pas arrêtés, auraient continué de le faire. Donc l'élucidation permet clairement de limiter la réitération des faits par des équipes qui très souvent se professionnalisent dans le domaine. Donc ça c'était le premier point, avec l'importance, ça a déjà été souligné par le DDSP, de la participation citoyenne. On a 354 communes en zone gendarmerie. Sur les 354 communes, on a 190 communes qui participent à Voisins Vigilants,
qui ont des contrats à participation citoyenne et qui permettent de renforcer et d'élucider de nombreux faits également par la solidarité de voisinage. Sur les violences qui sont enregistrées, donc les vifs, les violences intrafamiliales, même en zone gendarmerie également, cette forte hausse qui est constatée depuis 3 ans, notamment le phénomène MeToo et le Grenelle des violences intrafamiliales, augmentation des vifs avec libération de la parole, et puis il y a une vraie tolérance zéro, c'est-à-dire que les menaces au sein du couple, avant, pouvaient être mises sous le tapis, là maintenant, clairement, elles sont dénoncées, et ça permet de travailler dessus, et les signaux faibles sont détectés et pénalisés dans la foulée, avec de fait, pour une meilleure écoute, et ça participe de la libération de la parole. On a eu près de 400 gendarmes qui ont été formés à l'accueil des victimes de violences intrafamiliales au cours de l'année écoulée, qui permettent aussi d'avoir une prise en compte plus professionnelle et plus à même de faire parler, enfin, d'avoir la révélation des faits et de pouvoir confondre l'auteur. Sur les violences aux personnes, là, il y a une désinhibition réellement de la violence qui est constatée, hein, donc en métropole, et puis le Réloir n'y échappe pas, et qui s'enregistre également sur les violences perpétrées contre les forces de l'ordre. Moi, j'ai eu 135 gendarmes au cours de l'année écoulée, 135 gendarmes, qui ont été soit violentés, soit ont fait l'objet de rébellion, soit d'outrage. Donc violence aussi urbaine ou de menaces, bien évidemment. Donc c'est une augmentation de 16% par rapport à 2020, qui avait déjà été une année record dans les faits, puisqu'il y avait aussi une moindre tolérance liée à la période de confinement. Donc ça s'est surajouté. Donc cette violence qu'on constate en général, on la ressent extrêmement présente au moment des interventions. Juste un fait d'actualité, vous voyez, c'est le week-end dernier, j'ai une patrouille qui intervient en pleine nuit, c'est pas à Senonches, mais c'est sur le secteur de Senonches, qui intervient en pleine nuit sur des violences intrafamiliales. Ils arrivent, le mari est maîtrisé par son épouse, voilà. Il s'en échappe, il donne un coup de poing à un gendarme, le fils passe par la fenêtre, il crève le pneu du véhicule de gendarmerie. Évidemment, ils sont interpellés, placés en garde à vue, etc. Le mari avait 2,5 g d'alcool dans le sang, le fils avait 1,4 g. Voilà. Donc, désinhibition de la violence au sein du couple vis-à-vis des forces de l'ordre sur fond d'alcool. Vous avez un exemple qui est très récent, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Sur les stupéfiants, rapidement, le bilan a été devant le préfet, donc je ne vais pas le répéter. J'ajouterai juste un point, la multiplication des cannabicultures. Donc on a également, non pas que de la consommation personnelle en faisant pousser son cannabis dans sa salle de bain, on a eu réellement plus de 1117 plants qui ont été saisis, avec 518 en début d'année, 250 en milieu d'année, donc sur tous les secteurs, hein, donc c'était nos gens le fait, il y a eu 580 pieds de cannabis, avec 24 kilos qui étaient produits et qui pouvaient générer 240 000 euros de revenus. Même chose sur Tillet le Peneux, 181 pieds de cannabis qui étaient issus d'une culture indoor, avec 60 000 euros qui ont été saisis. Enfin voilà, c'est vraiment un phénomène qui existe et qui s'ajoute à ceux qui ont été décrits et qui n'épargne aucun point du département. Avec sur fond de trafic de stupéfiants, et ben on a des violences. Il y a des séquestrations qui ont eu lieu parce qu'il y a des dettes de stupéfiants. Pareil, aucun secteur n'est épargné. On a eu le cas sur Maintenon, ça a été le cas aussi sur le Drouet évidemment, et ça a été le cas aussi sur Châteaudun. Dettes de stup, séquestration et la violence qui s'ajoute à cela. Pour faire face à cette problématique stupéfiante, on a aussi un renfort. On va avoir 2 chiens stup qui vont l'un être affecté au mois d'avril sur Dreux et le second va être affecté sur Lucé. Pour renforcer également notre capacité d'action au nord et au sud du département. Voilà dans les grandes lignes, Madame le Préfet. Merci infiniment, en espérant que vous êtes toujours vivant et réveillé. On se prête bien volontiers à vos questions, s'il y en a encore. Concernant la session d'intervention, ce sera combien d'hommes, vous savez? Ça sera 20 fonctionnaires, 21. Voilà, donc que des titulaires, donc ils seront mixés avec des jeunes recrues. Donc ils seront basés à Chartres, mais ils ont une compétence départementale, donc on pourra projeter évidemment sur le secteur de Dreux. Et puis, parce qu'on est organisé maintenant en direction zonale, ils pourront être pris sur les événements, etc. Comme c'est le cas actuellement, puisque comme la France préside l'Union européenne, on a pas mal
de sommets à droite à gauche, et donc on fournit pas mal de renforts. Ouais, alors aux autres collègues. j'aime beaucoup qu'on soit très attentif à aider nos voisins, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, et elle servira essentiellement sur l'Eure-et-Loir, et ponctuellement, elle ira dépanner d'autres. Mais j'attends aussi qu'on ait des dépannages des autres départements, ce qui ne nous arrive pas extrêmement souvent, en tout cas en Eure-et-Loir. On ne demande pas. Ils sont amenés à intervenir sur des... Alors, les missions, c'est essentiellement l'anticriminalité. Hein. C'est lutte contre la délinquance de voie publique. C'est clairement et vulgairement mettre du bleu sur la voie publique. C'est noyer la voie publique de policiers. C'est pour ça qu'après, je vous passe les détails techniques, mais sur l'organisation et le régime de travail, moi je préfère qu'il soit lié en régime hebdomadaire. On fait l'impasse sur certaines périodes de temps, sur certains jours de la semaine, de manière à ce que quand ils soient là, franchement, ils ne passeront pas inaperçus. Et le but, c'est que les voyous s'en rendent compte également. Et ce sont des effectifs qui arrivent en plus des 36. Mais ça sera ah non, c'est dans les 36. On va quand même pas monopoliser tous les sortants de toutes les écoles de police de France pour venir en Eure-et-Loir, même si le DDSP a un charme fou. Je pense que ça ne serait point raisonnable. Concernant les RICS en agglomération chartraine, vous avez parlé d'opérations de prévention, vous avez parlé de bataillons. Alors je voulais savoir comment se traduisent ces opérations de prévention, qu'est-il fait et qui compose ces bataillons? Est-ce que la police participe à ça? Est-ce qu'il y a une police de proximité qui... Non. Les bataillons de la prévention, ce sont les éducateurs spécialisés, des médiateurs, ça peut être des adultes relais, qui constituent vraiment la prévention. On n'est pas à la police qui joue au foot avec les jeunes, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment des gens qui ont été formés pour pouvoir s'occuper de jeunes ados. Et les actions sont essentiellement des actions qui se passent pendant les vacances, qui sont à la fois, ça peut être culturel, ça peut être sportive, ça peut être aussi des échanges entre quartiers, pouvoir s'apprivoiser. C'est vraiment, j'ai envie de dire, de l'apprentissage de l'autre. Voilà. Et de la connaissance de l'autre pour justement éviter que ne se reproduise ce qu'a décrit monsieur le procureur et le directeur départemental, c'est-à-dire qu'on remonte à la guerre des Montaigu et des Capoulets pour savoir pourquoi à tel moment il y en a un qui a mal regardé l'autre et pourquoi ça a dégénéré avec un coup de couteau. Voilà, c'est ça qu'on veut essayer par ces bataillons de la prévention, non pas de mettre du bleu et de leur dire si tu fais pas ça, tire en prison, c'est plutôt ne fais pas ça pour telle et telle raison, parce que le type qui habite le quartier qui n'est pas le tien est un camarade comme toi, il a les mêmes problèmes que toi, il a les mêmes enjeux de vie que toi, et donc il faut que tu apprennes à le connaître. Est-ce que le directeur a un avis dessus? Est-ce que vous aimeriez revenir à une police de proximité, jouer au foot avec dans les quartiers, etc. Alors, on met en œuvre la politique gouvernementale qui essaye de la sécurité du quotidien. Voilà. Et donc on travaille effectivement en réseau. La police n'est pas là pour tout régler. Il y a d'autres institutions qui interviennent, l'éducation nationale, les communes. Voilà. Donc tout ça se fait sous l'autorité de Madame le Préfet, du procureur de la République. L'idée, c'est en réunissant ce qu'on appelle des groupes partenariats opérationnels. Chacun dans son domaine de compétences se réunit, on discute, on pose les problématiques dont chacun détient une parcelle et collectivement, on essaye de trouver des pistes de solutions. Sur les RICS, les communes sont impliquées, la commune de Mainvilliers, la commune de Chartres, l'éducation nationale, les chefs d'établissement, voilà. Donc on communique très bien. L'idée, c'est de fluidifier l'information le plus possible. Et après, chacun fait ce qu'il a à faire dans son domaine de compétences. Voilà. Nous, on essaye d'identifier les auteurs, de comprendre pourquoi ils en sont arrivés à cette situation. Voilà, donc on fait notre travail répressif. Et ensuite, par la compréhension du mécanisme qui a abouti à ça, eh ben, on essaye de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs.
Il y a par exemple monsieur le délégué de Madame la Préfète, dans les quartiers qui nous aide beaucoup parce qu'il est en relation avec l'ensemble des associations qui œuvrent à Mainvilliers, à Chartres, etc. Et par ce moyen-là, c'est pas des indices, mais par ce biais-là, on a des informations extrêmement précises et pertinentes, non pas sur qui fait quoi, c'est pas le but, mais de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et voilà. Et après, nous, on fait notre travail d'enquête, avec toutes les difficultés que j'indiquais sur arriver à pénétrer Snapchat et compagnie, parce que tout passe par Snapchat, et c'est compliqué, parce que ça prend du temps. Le temps de l'enquête n'est pas celui des faits. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce travail en réseau qu'on met en œuvre. C'est-à-dire que chacun est dans son rôle, en fait. La police travaille en tant que force de sécurité, mais elle ne peut pas travailler seule, et idem pour effectivement les éducateurs, le délégué, la politique de la ville, etc. C'est tout un continuum, mais chacun est dans son rôle et à sa place. Ce sont des éducateurs, juste pour info, de la prévention spécialisée. J'ai pas compris. Ce sont des éducateurs de la sauvegarde de l'enfance ou de... C'est des éducateurs spécialisés, c'est essentiellement, voilà, il y a... on a recruté en régie avec le centre social de Lucé et l'autre de Mainvilliers. Et les autres sont des adultes relais qui là encore dépendent de ces structures. Donc sur l'agglomération chartraine, on a 6. Et sur Dreux, on a 5 x 2, donc 10. Parce que quand le ministère de la ville m'a contacté, en fait, leur idée c'était de mettre tous ces gens sur Dreux. Parce que pour sans doute l'imagerie parisienne, tous les problèmes se passent à Dreux. Or, j'aurais fait valoir que jusqu'à présent, malheureusement, les deux seuls, les deux RICS qui avaient dégénéré à la fin par les assassinats, c'était malheureusement à Chartres. Et donc, c'était plutôt là où moi j'avais besoin d'avoir des gens qui viennent comprendre les racines du problème. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir cette enveloppe qui était de 16 pour l'ensemble de l'Eure-et-Loire, mais de pouvoir la couper en deux et avoir effectivement continué notre travail à Dreux de manière normale, même l'amplifier, puisqu'on a même plus qu'on avait déjà, mais ne pas oublier Chartres, parce que effectivement, c'était probablement au moment où s'étaient créés ces bataillons de la prévention, Chartres où on en avait le plus besoin. C'est pour ça que vendredi, donc, lors de ce GTD, les élus seront présents, notamment Madame le maire de Mainvilliers apparemment sera présentée personnellement. Voilà, parce que pour être efficace, les réponses elles doivent être communes, mutualisées, mais chacun dans son champ de compétences. Je le répète souvent, l'idéal pour moi en tant que procureur, c'est de ne pas avoir à intervenir, c'est-à-dire que les altercations, elles n'aient pas lieu. Et pour qu'elles n'aient pas lieu, ça repose beaucoup sur le travail de prévention qui doit être fait par les élus en premier lieu. Je pense que c'est effectivement pas le job de la police, voilà, chacun dans son champ de compétences. On participe, nous aussi, bien entendu, avec M. le directeur, aux instances de prévention, mais avant tout, la prévention, ça repose sur les élus, sur les moyens qui peuvent être mis par l'État pour faire en sorte qu'il y ait plus d'éducateurs, plus de médiateurs dans les rues. La police va constater les infractions et mener les enquêtes si besoin est. Et puis moi, je vais engager les poursuites si les policiers arrivent à identifier les auteurs. Voilà, chacun dans son rôle. Mais ce qui est important, c'est qu'on se parle et que chacun soit au courant de ce que fait l'autre. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être à enfin désamorcer ce phénomène qui est, le préfet l'a dit, pour une bonne partie incompréhensible en fait. Voilà, il y a un côté irrationnel, en tout cas pour nous, institutions. Et c'est vrai que les élus doivent prendre leur part, et quand on a eu les sujets un peu problématiques au moment des vacances de Toussaint et un peu avant les vacances de Noël, il n'y avait pas de municipalité à Mainvilliers, mais maintenant que les élections ont lieu, on va retrouver des vrais partenaires. Mais c'est vraiment aux élus de voir les familles, de convoquer les parents. C'est souvent on voit bien dès le départ des familles qui sont souvent monoparentales, souvent dépassées, et là probablement il y a un travail qui n'appartient ni aux forces de sécurité, ni au parquet, ni même, j'ai envie de dire, au bataillon de la prévention, de pouvoir déjà avoir une parfaite connaissance des familles et pouvoir
les connaître, leur parler, mieux que nous on ne saurait faire. C'est quand même les élus qui connaissent leurs habitants et leurs concitoyens, ça clairement. Concernant les violences conjugales, monsieur le procureur, vous avez parlé donc de 8 téléphones grave danger, 2 bracelets anti-rapprochement. Je voulais savoir si les téléphones, si les victimes avaient eu à s'en servir, et si en termes de moyens, c'était suffisant par rapport au nombre d'affaires que vous aviez. Oui, parce que vous l'avez compris, donc sur 8 téléphones grave danger dont est doté le parquet, il y en a 4 simplement actuellement qui sont attribués. Sachant que ça circule régulièrement, au maximum on en a eu 6 à un moment sur les 8 qui étaient en circulation, donc il y en a 2 là qui pour le moment sont revenus, n'ont pas été réattribués. Donc oui, ce chiffre de 8 pour moi il est parfaitement satisfaisant pour le moment, sachant qu'en fait la politique du ministère de la Justice elle est simple, hein. Si on a besoin de plus d'appareils maintenant en fait il n'y a pas de limite, hein. C'est-à-dire que les parquets qui en réclament plus, ils en ont plus sans difficulté. Il n'y a jamais eu aucune alerte, c'est-à-dire que depuis maintenant, ça fait bien 5-6 ans, voire plus même que les téléphones grave danger ont été déployés sur le territoire national. Je n'ai pas souvenir d'une alerte qui a été déclenchée en Eure-et-Loire. Je crois qu'il y en a eu une sur le secteur chartrain. Une fois, monsieur le directeur, vous pensez? Une intervention. D'accord, donc ça reste assez récent. Voilà. Donc c'est quand même, les dispositifs heureusement n'ont pas eu à fonctionner. Et puis les bracelets anti-rapprochement, donc je vous l'ai dit en fait, les 2 personnes à l'encontre desquelles un bracelet anti-rapprochement a été décidé sont encore en prison à l'heure actuelle. En fait, c'est quand elles sortiront de prison dans le cadre de la 2e partie de la peine, avec un sursis probatoire, que le bracelet anti-rapprochement sera posé par le service pénitentiaire d'insertion de probation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on aura l'occasion éventuellement de voir des déclenchements. Mais bien entendu, je croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Très succinctement, vous avez dressé le bilan de 2021. Est-ce que vous pouvez nous donner vos priorités du coup, par rapport à ce bilan pour 2022, vos axes de travail, en tout cas prioritaires pour 2022? Moi? Oui, enfin. Non, mais parce que. Non, mais je savais que c'était le procureur ou. Voilà. Non, moi, ça a été clair, hein, je vous l'ai dit, hein, poursuivre notamment la lutte contre les atteintes aux biens, et continuer probablement à améliorer notre taux d'élucidation, notamment en police nationale, peut-être un peu de manière supplémentaire, s'attaquer aux nouvelles formes. Les nouvelles formes, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire peut-être regarder ces histoires de vol de véhicules, parce qu'on voit bien que ça reprend, et ça c'est pas absolument normal. Les nouvelles infractions financières dont vous parlez aussi, le DDSP, à savoir tout ce qui est un peu cybercriminalité, et puis on voit bien ces piratages. Évidemment, continuer à empêcher les trafiquants de stupes de sévir. Et ça, on l'a dit, hein, c'est plus seulement finir les points de deal, parce qu'on en a encore 3 ou 4 qu'on connaît, et probablement là il faut accélérer la fin, mais aussi s'adapter aux nouvelles formes de livraison, hein, et aux nouvelles formes de la délinquance qui s'est elle-même adaptée. Et puis, en revanche, probablement travailler plus sur ce que j'appelle les incivilités urbaines, mais qui ne sont pas que des incivilités, c'est-à-dire tir de mortier, c'est-à-dire refus d'obtempérer, et là, probablement avoir avec le parquet une réponse peut-être pénale un peu plus importante pour éviter que ne puissent dégénérer des interventions tout à fait ordinaires de forces de sécurité dans les quartiers. Et puis, vous avez effectivement en matière d'accidents routiers et de sécurité routière, à augmenter les contrôles vitesse, stupéfiants, alcoolémie, les grands contrôles de départ de vacances et de grand trafic, mais aussi les petits contrôles sur les petites rues, parce qu'on voit que les gens se tuent aussi là, et malheureusement souvent, et que nos accidents se produisent souvent le soir sur des petites routes de campagne. Donc c'est des contrôles, et pour le coup, tolérance zéro, là vraiment sans mauvais jeu de mots, et sur tout comportement addictif quand on prend le volant. Et puis pour compléter, Madame le Préfet, effectivement, on se rejoint encore une fois, de toute façon, moi,
mes priorités, elles sont à peu près les mêmes, hein, et toujours les mêmes, je veux dire, route, stup, violence conjugale, voilà, les 3 domaines dans lesquels les services de police et de gendarmerie doivent continuer à être particulièrement investis, avec peut-être aussi, voilà, je suis d'accord, et le colonel le savent, je pense aussi nécessaire que de plus en plus les services de police et de gendarmerie investissent par exemple les infractions en matière d'environnement. Je trouve qu'il y a un véritable enjeu de société derrière. Voilà, vous connaissez tous l'enjeu écologique actuellement, indépendamment de toute considération politique, hein, objectivement, il faut qu'on soit tous plus investis en la matière, sans doute tous à notre niveau, et ça passe aussi par la réponse aux pollutions, par exemple aux pollutions du quotidien qui peuvent être constatées ici ou là. C'est les infractions en matière de chasse aussi, qui peuvent être parfois vraiment très importantes, hein, dans certains secteurs. Et les services de police et de gendarmerie doivent pouvoir mieux les appréhender, sachant que c'est compliqué parce que c'est des infractions qui sont souvent techniques, pour lesquelles les enquêteurs ne sont pas forcément formés, mais où il y a des préjudices qui sont parfois extrêmement conséquents. Et il faut qu'on apprenne à travailler là-dessus, et nous, derrière au parquet, à engager les poursuites pénales qui sont appropriées. Parce que là, c'est pas forcément l'emprisonnement, ça peut être plutôt des peines d'amende parfois très conséquentes. De mémoire, sauf erreur, c'était la semaine dernière qu'il y a le dossier Paprec qui est enfin passé à l'audience correctionnelle. Ma collègue du parquet a réclamé une très lourde amende contre l'entreprise parce que, vous vous rappelez de cet incendie qui avait obscurci la ville de Chartres pendant 2-3 jours à l'été 2017 parce qu'il avait fait n'importe quoi en termes d'entreposage des cocos de... Je ne sais pas si vous étiez là, monsieur le directeur, vous étiez déjà là. Voilà, c'était, enfin à l'époque, ça avait vraiment perturbé l'ordre public, hein, à juste titre. Et on a, nous, au niveau du parquet, en tout cas, demandé à ce que l'entreprise soit sanctionnée au porte-monnaie. Hein, c'est là où ça fait mal, parce qu'ils avaient vraiment fait n'importe quoi en la matière. Et puis, bien entendu, voilà, nous, on est pour rejoindre Madame le Préfet et rassurer Madame le Préfet, on est bien entendu particulièrement attentif au niveau du parquet à toutes les infractions à l'encontre des forces de l'ordre. La difficulté, en fait, pour les services de police, souvent, c'est plus eux qui sont confrontés que les gendarmes de ce qui se passe à Dreux ou à Chartres, c'est l'identification des auteurs. Effectivement, les tirs de mortier, c'est juste scandaleux, mais voilà, il faut arriver à l'identifier. Excusez-moi, au niveau des dégâts, est-ce que les mortiers d'artillerie sont vraiment extrêmement dangereux pour la personne? Alors, il y a une étude qui a été faite par Rouen. Alors, effectivement, si les agents ne sont pas protégés, certains types de mortiers, et y compris ceux qui sont autorisés, hein, j'ai oublié la classe 3, là, peuvent percer un pare-brise. Oui, alors dans certaines conditions, il faut que ce soit droit, etc. Dans les conditions idéales, ça peut traverser un pare-brise. Voilà. Et donc, voilà. Et en plus, évidemment, ça met le feu. Il y a eu des très mauvaises images de véhicules incendiés, voilà. Et puis, ça fait extrêmement mal aux oreilles, parce que ça pète fort, pour l'avoir encore une fois vécu. Voilà, donc oui, c'est potentiellement dangereux, c'est une arme par destination. Et surtout, c'est extrêmement précis. J'ai été très désagréablement surpris par ça. Vous voyez un groupe d'individus qui est relativement loin, et grâce les tiges et puis au lance, voilà, ça part droit. Et ça vous explose dans la figure. Donc ça pète fort. Il y a à Strasbourg encore cette année un individu qui s'est fait arracher la tête à cause de l'explosion d'un mortier d'artillerie. La moitié, c'est dangereux. D'autres questions? Des interviews éventuellement. Oui. D'accord. Oui. Si vous pouvez peut-être vous regrouper, ça serait bien. Comme tu veux, mais oui, tu fais avec ta voix, ça.